Nous allons étudier le phénomène de réfraction de la lumière. On dispose d'une lanterne source lumineuse et d'un demi-cylindre ou demi-disque homogène en verre. Dans cette expérience, l'air joue le rôle du milieu transparent 1 et le cylindre en verre joue le rôle du milieu transparent 2. La lanterne émet un pinceau lumineux ou rayon lumineux incident qui se propage dans le milieu 1 en ligne droite. Ce rayon arrive à la surface de séparation entre les deux milieux au point d'incidence I. On s'intéresse au rayon lumineux émergent, c'est-à-dire le rayon lumineux après traversée du milieu 2. Un disque en papier blanc, gradué en degrés, permet de déterminer la direction des rayons incidents ainsi que la direction des rayons émergents. On fait tourner le disque de telle sorte que le rayon incident SI indique l'angle 0. On place au centre du disque blanc le demi-cylindre de telle sorte que le rayon incident SI arrive perpendiculairement à la surface séparant les deux milieux, au point d'incidence I confondu avec le centre. Ici, l'angle d'incidence vaut 0. Pour faire varier l'angle d'incidence entre 0 et 90 degrés, il suffit de tourner progressivement le disque. Rappelons que l'angle d'incidence est l'angle entre le rayon incident et la normale n à la surface de séparation entre les deux milieux. Nous allons faire varier l'angle d'incidence I entre 0 et 90 degrés de 10 en 10 degrés. Et pour chaque valeur d'angle d'incidence I, on note l'angle entre la normale et le rayon émergent. Notez petit r. Les résultats doivent être regroupés dans un tableau. Mais avant de prendre les valeurs précises, on a intérêt à comprendre d'abord le phénomène. Pour cela, on fait tourner le disque qui fait tourner aussi le deuxième milieu de telle sorte que l'angle d'incidence varie. Il est clair que lorsque l'angle d'incidence I est différent de 0, les deux rayons incidents SI, IIT, rayons transmis, ne sont plus alignés. Ce changement brusque de la direction de la lumière incidente après traversée de la surface de séparation entre les deux milieux s'appelle phénomène de réfraction de la lumière. Remarquons que lorsque l'angle d'incidence I augmente, l'angle entre la normale et le rayon émergent augmente aussi. Mais ces deux angles sont différents. On trace en vert la droite appartenant au plan séparant les deux milieux 1 et 2. On trace le rayon incident SI ainsi que la normale N' à la surface de séparation des deux milieux passant par le point d'incidence I. On note l'angle d'incidence I est égal IS, IN. Le chemin de rayon transmis IT est clair. On va le tracer en rouge. On note petit r, l'angle entre la normale NN' et le rayon transmis IT. L'angle R s'appelle rayon de réfraction. Nous allons prendre les mesures des angles I et R, réglant d'abord le 0 lorsque l'incidence est normale, et dressant un tableau de mesure. Pour l'angle d'incidence I égale 10 degrés, on voit que R est à peu près égal à 7,5. Pour I égale 20 degrés, on lit R égale
13 degrés. La valeur de l'angle de réfraction R égale à 20 lorsque I égale 30. Et pour I égale 40, R égale 26,5. Pour l'angle d'incidence I égale 50 degrés, R égale 31. La valeur de l'angle de réfraction est R égale 37,5 lorsque l'incidence I égale 60. Pour I égale 70 par exemple, on va tracer le rayon incident et le rayon émergent et la normale au plan séparant les deux milieux au point d'incidence I. Le rayon incident SI, milieu 1, donne un rayon transmis IT, milieu 2. Remarquons aussi que ce phénomène de réfraction est accompagné du phénomène de réflexion, puisqu'on observe dans le côté milieu 1 un autre rayon, c'est un rayon réfléchi. Ce rayon réfléchi vérifie la deuxième loi de Descartes pour la réflexion. Représentons alors le rayon réfléchi. On se demande qu'est-ce qu'on observe lorsque l'angle d'incidence atteint les 90. Pour cet angle d'incidence 90 degrés, la valeur de R est maximale. C'est une valeur qui ne peut pas dépasser pour ces deux milieux R vert. Elle correspond à la valeur nommée angle limite de réfraction. Notre travail maintenant consiste à trouver une relation entre l'angle d'incidence I et l'angle de réfraction R. À ce propos, on va analyser ou interpréter le tableau de mesure. Ce tableau montre que lorsque l'angle d'incidence augmente, l'angle de réfraction augmente, mais ils ne sont pas proportionnels. Pour chaque couple IR, on calcule le rapport sinus I sur sinus R. On calcule maintenant sinus 30 sur sinus 20. Le résultat donne 1,46. Les résultats montrent donc que le rapport sinus I sur sinus R reste constante et de l'ordre de 1,44. La valeur du rapport sinus I sur sinus R dépend des deux milieux transparents 1 et 2. On peut donc écrire que sinus I sur sinus R égale une constante. La valeur de cette constante est de l'ordre de 1,44. On écrit sinus I sur sinus R égale 1,4. On pose N2 sur N1 est égal à sinus I sur sinus R. N2 sur N1 s'appelle l'indice relatif de réfraction du milieu 2 par rapport au milieu 1. Et d'après le rapport précédent, on peut écrire N1 sinus I est égal à N2 sinus R. C'est la loi de Descartes pour la réfraction. N1, indice absolu du milieu 1. N2, indice absolu de réfraction pour le milieu 2.
L'indice absolu de réfraction pour l'air ou le vide est noté N0 et vaut 1. L'indice de réfraction relatif d'un milieu 1, par exemple, par rapport à l'air ou le vide s'écrit N égale N1 sur M0 est égal à N1 sur 1 est égal à N1. Dans notre expérience, le premier milieu est l'air. N égale N0 égale 1. Le deuxième milieu est le verre. N égale N2. La deuxième loi de Descartes pour la réfraction s'écrit au point d'incidence I. N1 sinus I est égal à N2 sinus R. Ou encore, 1 sinus I est égal à N sinus R. Pour mettre en évidence le principe du retour inverse de la lumière et déterminer l'angle limite de réfraction, on inverse les rôles des deux milieux en faisant tourner le disque d'un angle π. Le milieu 1 d'indice N1 vert est plus réfringent car son indice N1 est supérieur à l'indice N2 du milieu de R. Pour une incidence normale, petit i égale 0, le rayon incident traverse la surface de séparation entre les deux milieux sans être dévié, faisant varier l'angle d'incidence I en faisant tourner progressivement le disque gradué. On remarque dans ce cas que pour un angle d'incidence I donné, l'angle entre le rayon IT transmis et la normale est R, avec I supérieur à R. Ceci parce que le premier milieu est plus réfringent que le deuxième milieu. Retenons donc que le milieu le plus réfringent est celui dont l'indice N est plus grand. Continuons à faire augmenter la valeur de l'angle d'incidence et on cherche pour quel angle d'incidence I limite la valeur de l'angle de réfraction atteint les 90, puisqu'on a I est toujours inférieur à R. Voilà, on vient juste de dépasser cette valeur limite et on remarque qu'il n'y a plus réfraction, mais réflexion. Ça s'appelle réflexion totale. En faisant tourner lentement le disque, on essaie de trouver la valeur limite IL qui donne une réfraction R égale 90. Cette valeur s'appelle donc angle limite de réfraction. Il faut tourner lentement. On arrive à l'angle d'incidence de l'ordre de 39 degrés ou 40 degrés. On remarque alors que l'angle de réfraction tend vers 90 degrés. Représentant l'angle d'incidence petit i ainsi que l'angle de réfraction petit r à ce stade-là. L'angle limite de réfraction IL est la valeur de l'angle d'incidence pour lequel la valeur de l'angle de réfraction vaut R égale 90 degrés. La loi de Descartes pour la réfraction s'écrit N sinus IL est égal à 1 sinus de 90. Sinus IL égale 1 sur N. D'après le tableau précédent, on détermine la valeur de N, indice du verre. N égale 1,44. Sinus IL vaut donc 1 sur 1,44. Sinus IL égale 0,694, donc IL est à peu près égal à 44 degrés.
nous allons retenir que le phénomène de réfraction est accompagné de phénomènes de réflexion. Lorsque l'angle d'incidence est inférieur à l'angle limite de réfraction, on voit les deux rayons incidents réfractés et réfléchis. Et si l'angle dépasse l'angle limite, on obtient uniquement un rayon réfléchi. C'est la réflexion totale. L'intensité lumineuse des rayons réfléchis devient plus importante. Attention, ici, on n'a pas encore atteint l'angle limite. Et ici, on l'a dépassé. C'est la réflexion totale. On verra par la suite un exemple d'application pour la réflexion totale. L'une des applications importantes de le monde de la télécommunication est la fibre optique. Une fibre optique est constituée de deux gaines coaxiales, milieu homogène transparent d'indices différents, couverte d'une troisième gaine protectrice représentée en jaune. Lorsqu'on envoie un faisceau lumineux rayon incident à l'intérieur de la gaine de faible diamètre et d'indice important, sous un angle d'incidence supérieur à l'angle limite de réfraction, il subit une succession de réflexions totales, ceci sans être atténué en intensité lumineuse. Cela permet donc de transmettre des rayons lumineux pour des distances très importantes, sans perdre l'intensité lumineuse. Et on sait que les rayons lumineux, ce sont des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire on peut transmettre les informations à travers la fibre optique.